Salut, c'est Colombe Henrion. Bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de la santé et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la santé et de la biodiversité, la diversité des espèces vivantes. Pour cela, nous recevons Alexandre Caron, écologue et vétérinaire dans l'unité de recherche Astre du CIRAD, accueilli au Mozambique. Bonjour Alexandre. Bonjour. Claire Lajoni, chercheuse en droit public de l'environnement à l'INSERM et en poste au laboratoire Population, Environnement, Développement à Marseille, spécialiste du lien entre santé et biodiversité. Bonjour Claire. Bonjour. Et Nicolas Lenné, ethnologue chargé de recherche au sein de l'UMR PALOC IRD, spécialiste des relations humain-animal. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors des oiseaux aux bactéries, des algues aux arbres, de la forêt à la banquise, Alexandre Caron, quand on parle de biodiversité, on parle de quoi ? La biodiversité, c'est bien sûr la richesse des espèces sur Terre, donc les animaux, mais aussi les plantes et beaucoup d'autres types d'organismes. Mais dans le concept de biodiversité, il y a aussi le concept d'écologie et donc de fonctionnalité des écosystèmes. C'est comme ça que je le vois. Selon le rapport de l'IPBES, les experts sur la biodiversité, 1 million d'espèces animales et végétales sont actuellement menacées d'extinction, dont un quart des mammifères. On en serait arrivé à la 6e extinction de masse. Ces dernières années, on entend beaucoup parler de perte ou d'érosion de la biodiversité. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire et quels sont les facteurs en cause, Alexandre Caron ? Je pense qu'il est clair aujourd'hui que cette 6e extinction, elle a un facteur principal qui sont l'impact de l'homme sur la Terre. On a clairement bien défini le fait qu'on est rentré dans une nouvelle ère qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on peut voir aujourd'hui partout sur la Terre l'impact de l'homme sur les habitats, les écosystèmes et sur les espèces. Et du coup, un impact plutôt nocif dans ces cas-là. Pour l'instant, effectivement, c'est un impact plutôt négatif sur la biodiversité. Merci. La thématique de ce podcast, c'est l'approche One Health, donc comme je disais, l'interdépendance entre la santé des humains, des animaux et de l'environnement. En quoi la santé des écosystèmes et de la faune et la flore qu'ils abritent est corrélée à notre santé physique et mentale, Nicolas Lenné ? Oui, alors moi, en tant qu'anthropologue, d'abord, c'est vrai que la question de la biodiversité, je la considère pas d'abord comme un objet en soi, en tant que tel, mais plus à travers, justement, comme ça a été dit par Alexandre, à travers les pratiques, les usages et les représentations qu'on a de cette biodiversité, pardon, et on s'aperçoit en particulier que les zones de points chauds de biodiversité à travers le monde, ce sont celles aussi où est-ce qu'il y a la plus grande diversité culturelle et linguistique, pardon, et pour ces populations donc locales qui n'ont pas le même mode de vie qu'on peut avoir en Occident, cette biodiversité elle est essentielle à bien des titres et notamment en matière de plantes médicinales, puisqu'on sait, selon le rapport de l'OMS, que en matière de médecine traditionnelle, près de 80% de la population mondiale a pour ressource principale ces plantes médicinales. Donc cette érosion de la biodiversité, forcément, ça aussi, il y a une perte de savoir associé, puis une perte de pratiques, et en particulier donc de pratiques médicinales locales. C'est très intéressant et justement dans la deuxième partie de cet épisode, on reviendra sur le rôle des populations locales et leur rapport aux animaux. Dans le premier épisode de ce podcast, nous avons évoqué que la biodiversité impactait le risque de pandémie, ces épidémies mondiales. Claire, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ce sur quoi je travaille moi, c'est effectivement la relation entre érosion de la biodiversité et la nécessité du coup de la protéger par le droit de l'environnement, par le droit de la biodiversité et la corrélation qu'il y a entre perte de biodiversité dans les zones à forte biodiversité et émergence de maladies infectieuses. Donc, en fait, c'est cette corrélation sur laquelle
plusieurs chercheurs, que ce soit des écologues ou des juristes ou des anthropologues comme Nicolas, vont travailler sur cette corrélation et ce rapport entre perte de biodiversité et émergence de maladies infectieuses. Qu'en est-il de l'effet dilution, Alexandre Caron? Alors, l'effet dilution, c'est une hypothèse qui pose le fait que dans une communauté d'espèces, plus elle va être riche en espèces d'hôtes d'agents pathogènes, plus le risque que cet agent pathogène soit transmis à une espèce cible, que peut-être un animal domestique ou l'homme, va diminuer, parce que la diversité du nombre d'espèces va diluer le nombre des transmissions. Donc, si on perd en diversité d'espèces et en diversité génétique, on a un plus fort risque de circulation d'agents pathogènes et de transmission à l'homme, alors si je résume. C'est exactement ça, c'est ce que dit l'hypothèse, qui est depuis une vingtaine d'années en train d'être testée dans pas mal d'endroits différents, avec, on va dire, pas mal de résultats de recherche qui montrent qu'effectivement c'est le cas, mais elle ne s'applique pas forcément dans tous les contextes. Alors la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, recensait 1,6 milliard de bovins sur la planète en 2020. Leur poids serait plus élevé que le poids de tous les êtres humains. On comptait également 25 milliards de volailles avec une très faible diversité génétique cette même année. Nous venons de voir l'impact de la perte de biodiversité dans le risque des pandémies. Qu'en est-il de l'appauvrissement de la diversité dans les élevages et l'agriculture? Nuit-il également à notre santé, Claire Lajonie? Je pense qu'il est effectivement, à mon sens, que la pandémie a montré, c'est qu'il y avait des relations à prendre en compte, et là je vais parler en tant que juriste, c'est-à-dire des relations à prendre en compte au niveau des politiques publiques et au niveau du droit sur la taille des élevages et l'impact en fait de l'élevage sur la biodiversité. Alors sur la santé, pourquoi? Qui me semble, c'est qu'il y a pas de diversité génétique et on fait des élevages de plus en plus grands avec une unicité et ça c'est pas ma spécialité, mais une unicité génétique et surtout un fort impact d'une maladie sur une même zone d'élevage, mais il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et ça faudrait le détailler, mais il est apparu évident que l'élevage intensif était à revoir parce qu'on ne peut pas continuer dans cette direction, enfin, et plus généralement dans la direction de consommation dans laquelle on est entré depuis un moment. Mais l'élevage en fait partie, cette consommation de viande devrait être réglementée et ça, c'est un enjeu de maintenant, si je puis dire. Tout à fait. Merci beaucoup, Claire. Alexandre Caron, pourquoi exterminer une espèce qui pourrait être vectrice ou porteuse d'une maladie transmissible aux humains ou aux animaux d'élevage n'est pas forcément une bonne idée? Je pense notamment à certains moustiques dans le cadre de maladies comme la dengue ou encore à certains oiseaux migrateurs dans le cadre de la grippe aviaire. Il y a plusieurs raisons pour cela. Il y a des raisons empiriques, c'est-à-dire qu'on a déjà testé ça et ça n'a pas fonctionné. Je pense notamment à des études sur la transmission de la tuberculose en Angleterre et des tentatives d'extermination des populations de blaireaux. Et on s'est rendu compte que les blaireaux, au final, se sont dispersés et ont amené la maladie plus loin. Et donc ça, il y a aussi une raison qui est plus sur les théories en écologie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va extirper ou éliminer une espèce d'une communauté d'espèces, on va laisser une niche qui sera sûrement occupée de nouveau par une nouvelle espèce avec des conséquences qui pourraient être pires, les mêmes ou meilleures, mais on ne sait pas en fait. C'est un peu jouer avec le feu, avec l'écologie. Et pour nos auditeurs et auditrices, qu'entendez-vous par le terme de niche ? Alors, une niche écologique, on peut voir ça comme un endroit dans l'espace écologique, c'est-à-dire un ensemble de fonctions que peut réaliser une espèce dans l'environnement. Merci. Et Nicolas Lenné, en tant qu'ethnologue, que pense-t-on des espèces invasives? Sont-elles un réel problème et pourquoi? Ce qui va intéresser l'anthropologue, c'est la dynamique et le lien qui va être créé par les populations, en particulier locales, avec cette nouvelle espèce et comment elle va reconfigurer des modes de relation ou des modes d'accès aux ressources au milieu. En fait,
l'utilité et la relation qu'elle va avoir avec les humains et les autres êtres vivants d'une certaine manière? Bah là, on parlerait justement d'innovation technique. Il faut voir si cette espèce ou si cette plante invasive elle va intégrer le système local. Est-ce qu'il va trouver aussi une fonction, une place au sein des pratiques locales. Mais en tout cas, a priori, il n'y aura pas de vision, je dirais, négative ou non, il faut absolument revenir à un passé merveilleux avec une nature harmonieuse. On sait très bien que les milieux, c'est quelque chose de très dynamique, en constante évolution et adaptation aussi. Et donc, les populations qui vivent dans cet environnement, eh bien, elles s'adaptent aussi plus ou moins bien selon, bien sûr, la nature et l'impact de cette espèce invasive. Je crois qu'il peut y avoir différents degrés selon l'espèce dont on parle. Au-delà des espèces invasives, cohabiter avec certaines espèces n'est pas toujours tâche facile. En quoi certains animaux, pouvant être considérés comme nuisibles, je pense notamment aux rats ou aux pigeons, peuvent pourtant jouer un rôle essentiel dans leur écosystème, Alexandre Caron? Eh bien, comme je parlais tout à l'heure de la notion de niche écologique, c'est un ensemble de fonctions. Alors, je ne vais pas prendre le cas des rats et des pigeons, mais le cas des chauves-souris. Les chauves-souris, on sait qu'elles sont réservoirs pour un certain nombre de maladies qui peuvent être très dangereuses pour l'espèce humaine. Ebola, par exemple. On n'est pas encore sûr que ce soit les chauves-souris, mais il y a quand même une forte suspicion. Et donc, on pourrait se dire, éliminons les chauves-souris et on pourra résoudre le problème d'Ebola. Ça marche pas comme ça parce que les chauves-souris, elles participent aussi à beaucoup d'autres fonctions, notamment la pollinisation de nombreuses plantes. Et sans les chauves-souris, cela pourrait ruiner toutes des pans entiers de l'agriculture, par exemple, mais aussi la survie de certains écosystèmes. Nous en arrivons maintenant au cœur du podcast, l'approche One Health. Pourquoi des approches comme One Health sont indispensables à la préservation de la santé du vivant? Claire Lajonie. Je crois qu'on peut partir des exemples de projets de recherche communs. En fait, pour régler une question complexe, comme la question des relations entre l'environnement, entre les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, et les humains, on a besoin de considérer ça ensemble, c'est-à-dire d'une manière interdisciplinaire et d'une manière aussi intersectorielle quand il s'agit d'une réponse par les politiques publiques. Et l'approche One Health, elle est d'abord née d'une idée de faire communiquer ensemble le secteur de la santé humaine et de la santé de la faune sauvage, ensuite ou plutôt auparavant de faire communiquer deux secteurs qui pourtant semblaient liés. Pour le grand public, c'est celui de la santé de la faune sauvage et celui de la santé vétérinaire, c'est-à-dire plutôt santé des animaux domestiques. Et on s'est rendu compte que les chercheurs travaillaient plutôt de façon séparée, alors que c'est capital de regarder ces problèmes et de voir la continuité en fait des questions de santé entre faune sauvage, animaux d'élevage et humains dans un contexte environnemental dynamique, comme l'a dit Nicolas. Je pense que ça, c'est cette question-là du One Health qui doit être développée, c'est considérer l'environnement avec toute sa dynamique, parce que c'était le point manquant vu par les médecins et les vétérinaires. Et plus on voit intégrer de disciplines à cette réflexion sur le One Health, plus on prend en compte les dynamiques liées à l'environnement et pas seulement la santé à proprement parler, mais aussi la santé des écosystèmes qui reste à définir et qui fait partie d'une définition que vous nous demanderez peut-être. Merci Claire. Alors vous avez chacun des métiers et des parcours différents. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tous les trois arrivés à travailler sur des initiatives One Health, justement? Peut-être que je peux commencer. Moi, c'est donc en tant qu'anthropologue et donc à s'intéresser. D'abord, je me suis intéressé donc à la question de la domestication et puis j'ai ouvert et j'ai essayé de comprendre question de santé, la manière notamment dont on soigne les animaux, les pratiques ethno-vétérinaires. Mon bagage anthropologique, il me permet d'arriver jusqu'à un certain point, mais il ne me permet pas, par exemple, parce que c'est un projet que je conduis actuellement, de faire des analyses phytochimiques des plantes, de chercher des propriétés médicinales des plantes. Spontanément, il y a un dialogue qui s'est ouvert avec des botanistes et puis avec des biologistes. Puis on essaye aujourd'hui d'ouvrir et d'aller encore pousser, puisqu'on considère également l'environnement. Là, je travaille par exemple avec des écologues qui vont faire des prélèvements de sol sur certains sites
mentionnés par les éleveurs avec lesquels on travaille comme étant auspicieux, par exemple, ou est-ce qu'ils ne veulent pas laisser paître leurs animaux. Alors ça, c'est la vision locale. À cette vision locale, voilà, il y a l'écologue qui va faire des prélèvements du sol ou de l'eau pour essayer de montrer que précisément à cet endroit-là, pointé par l'éleveur, on rencontre tel ou tel métaux dans le sol. Donc finalement, c'est aussi une manière de valider en quelque sorte aussi ce savoir, ces perceptions locales de l'environnement. Et un dialogue interdisciplinaire, voire même transdisciplinaire, il est plus que nécessaire, je veux dire. Merci Nicolas. Alors les autres? Moi, je peux dire que ce qui m'a frappé, c'était une observation de terrain avec des agronomes il y a fort longtemps dans le delta du Mékong, où je me suis rendu compte de la question et de l'importance de justement l'élevage aquacole et de l'émergence de la crevette associée à du riz et de la dangerosité potentielle de l'utilisation d'antibiotiques ou de médicaments. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions, moi, personnelles, sur mon engagement dans le droit de l'environnement. Et ensuite, j'ai intégré l'INSERM, et faire le lien entre environnement et santé, ça a été pour moi important. Et ensuite, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai eu la chance de travailler sur vraiment cette interface en fait entre écologie, anthropologie, parce que j'ai aussi la chance de travailler avec Nicolas. En fait, c'est un cheminement. En fait, un cheminement, c'est des questions et puis aussi des rencontres qui font qu'on voit que cette dynamique de système fait qu'on est obligé de travailler ensemble et que c'est important et que c'est capital. Merci Claire. Et Alexandre, qu'en est-il pour vous? Personnellement, je me suis intéressé au début de ma carrière à la conservation de la biodiversité, notamment en Afrique, et en tant que vétérinaire aux problématiques de maladies infectieuses. Et puis progressivement, avec mon expérience de terrain, je me suis rendu compte que ces problématiques de maladies infectieuses, elles étaient en fait entre les animaux sauvages et les animaux domestiques des fermiers africains qui vivaient autour des parcs. Et petit à petit, je me suis rendu compte, je suis aujourd'hui convaincu que la conservation de la biodiversité, elle se fait d'abord avec les communautés humaines qui vivent autour des aires protégées. Et donc de plus en plus, j'ai commencé à travailler avec des sociologues sur des approches de participation, de comprendre les injustices liées à la conservation, à la société dans laquelle ces communautés vivaient. Et donc au final, de prendre de plus en plus en compte une approche un peu globale de ces territoires. Et donc, notamment de la santé des territoires, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard. J'aimerais vous faire écouter la question de Yvan, 9 ans, qui a été enregistrée par notre partenaire, l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. S'il y avait moins d'arbres, comment ferons-nous pour survivre? Alors, qui veut répondre? Je vais peut-être commencer du point de vue de l'écologue, on va dire. Évidemment, les arbres, c'est l'unité des forêts, et les forêts, c'est des écosystèmes qui sont indispensables à l'échelle planétaire, bien sûr, puis c'est les poumons de la planète. Donc, comment est-ce qu'on pourrait respirer sans les forêts? Bien sûr, c'est une question clé. Et puis ensuite, au niveau local, les forêts, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est la base des modes de vie de beaucoup de communautés. Et donc, bien sûr, sans forêt, ça veut dire beaucoup de gens qui n'arriveraient plus à vivre comme ils le faisaient avant. Comme ça vient d'être dit, effectivement, il y a beaucoup de populations sur la planète, aux quatre coins de la planète, qui dépendent en grande partie au quotidien de la forêt qui les environne. Donc, sans forêt, forcément, ça a un impact sur leur mode de vie. Peut-être pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est vrai que l'accroissement de l'élevage sur la planète aujourd'hui fait que pour justement fournir des espaces à ces animaux, on défriche de plus en plus la forêt, ou en tout cas on rapproche aussi ces cultures d'élevage proches de la forêt, ce qui aussi les place à la frontière, à la façade finalement entre animaux domestiques et animaux sauvages. Donc il y a aussi des risques, je pense, de transmission interespèces par l'accroissement justement donc du bétail et des terres nécessaires à l'élevage de ce bétail. Claire, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose?
Non, je crois que peut-être en complément, ce qui est intéressant du point de vue du droit et dont on ne peut pas faire l'économie, c'est justement voir quel type et quelle modalité de gestion communautaire des forêts, puisque c'est efficace, c'est les populations les plus proches de la ressource et qui connaissent l'utilisation et qui peuvent aussi prévoir sur le long terme l'utilisation de la ressource. Il faut que les juristes soient très attentifs à ce type de mode de gestion qui sont effectivement plus près de la ressource et de son utilisation qui serait justement durable, hein, parce que c'est les populations qui peuvent le connaître le mieux. Ce qu'il faut aussi réglementer, c'est bien sûr tout ce qui va être de l'utilisation industrielle de la forêt pour la prévenir et pour préserver ces espaces de gestion communautaire des forêts. Mais ça, c'est un vaste débat parce qu'il y a beaucoup de communautés qui interagissent ou de gens qui interagissent au niveau de la forêt, mais il faut absolument la préserver. Et c'était quelque chose qu'on a peut-être pas tout à fait réussi au moment de l'adoption de la Convention sur la diversité biologique, puisque le traité sur la forêt n'a pas été adopté tel qu'il était prévu. Parce que c'est vrai que ce que tu disais, Claire, effectivement, parler de gestion communautaire, mais parfaitement. Et quand tout à l'heure en introduction, je pointais le fait que les points chauds de biodiversité dans le monde, elles coïncident aussi avec les points où est-ce qu'on rencontre une grande diversité culturelle et linguistique. Ça veut justement dire aussi que quelque part, ces populations, elles sont capables de conserver durablement leur environnement. Donc ça rejoint aussi tout ce que tu viens de dire sur la nécessité aussi d'inclure les populations dans une gestion communautaire à long terme et durable donc de ces forêts. Voilà. Super, justement, nous en reviendrons dans la deuxième partie d'épisode, alors ne la ratez pas, on reparlera du lien entre population locale et leur environnement. Donc nous arrivons à la fin de cette première partie. Donc nous aurons compris que la préservation de la biodiversité est essentielle au maintien de notre santé, notamment en limitant les risques de pandémie et en nous procurant de nombreux bienfaits physiques et mentaux. Merci à Alexandre Caron, Claire Lajonie et Nicolas Lenné de nous avoir éclairés sur le lien entre santé et biodiversité. On vous retrouve le 15 mars dans une seconde partie d'épisode où nous verrons ensemble les solutions envisagées afin de préserver notre santé et celle du vivant. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de la santé et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes de streaming classiques. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé et enregistré par moi-même, Colombe Henrion. Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. À très vite, bonne écoute.